De 75 000 feux de forêt au Brésil depuis janvier 2019. C'est 84% plus que l'an dernier. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur les arbres, sur les forêts, parce que moi puis les arbres, ça fait un. Je suis un petit peu comme Lucy Maud Montgomery, celle qui écrit Anne la maison de pignon vert, qui dit, je cite, « Les bois m'ont toujours semblé couler une existence harmonieuse et raffinée qui leur est propre. J'aime m'y retrouver seule, car chaque arbre est un ami intime et chaque souffle de vent, un compagnon volâtre. J'y suis toujours totalement à l'aise et comblée. » Donc voilà, avec ce qui se passe en Amazonie présentement, je me suis dit que c'était le bon moment. Pour ceux qui l'ignorent ou qui voudraient une petite explication rapide pour se remettre dedans, l'Amazonie, la forêt amazonienne en Amérique du Sud, est menacée. Elle n'est pas menacée depuis le mois d'août 2019, elle est menacée depuis super longtemps. Il y a eu une grosse période de déforestation en 1991 puis 2004. À ce moment-là, il y avait beaucoup moins de règles par rapport à la conservation de l'Amazonie. Puis il y avait 20 000 km² qui étaient brûlés en moyenne chaque année dans la forêt amazonienne. Puis c'était bon pour les cultures, les élevages, les routes, les mines, un peu comme aujourd'hui. Et on a resserré la vis vers 2010, les gouvernements ont changé, ça a été quand même protégé. Mais là, selon le média Le Monde, il y a eu 278% plus de déforestation dans l'Amazonie en juillet 2019 qu'en juillet 2018. Puis la déforestation, c'est le facteur aggravant des feux de forêt. Puis les feux de forêt, c'est ce dont tout le monde parle depuis quelques jours, quelques semaines pour certains. Donc ce qui se passe, c'est qu'on veut utiliser le feu pour nettoyer les zones déforestées pour les utiliser ensuite à l'élevage, le pâturage, aux cultures de soya. Il n'y a tellement pas de précautions qui sont prises que souvent le feu va aller un peu plus loin que ce qui était supposé aller, puis il va brûler les zones sèches qui n'étaient pas destinées à être brûlées à la base. Donc le feu n'est pas causé par la sécheresse, comme le dit le président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro. Au contraire, parce que l'année 2019 n'a pas du tout été une année sèche pour la région, heureusement, sinon je sais pas, on mourrait d'asphyxie en ce moment. Ce qui a changé en 2018-2019, c'est le président. Et le président, il se dit ouvertement climato-sceptique. Même s'il y avait des feux de forêt avant son arrivée, il autorise le défrichement des terres par le feu, ce qu'on ne faisait pas autant avant. C'est surtout qu'il veut affaiblir le code forestier pour rendre la déforestation plus accessible, plus légale à plus d'endroits. Donc oui, Jair Bolsonaro est une menace pour l'Amazonie et donc pour chacun d'entre nous. Petite parenthèse, il y a plusieurs articles, rumeurs qui circulent disant qu'il y a des fausses nouvelles qui vont entourer les feux en Amazonie. C'est pas l'information qui est erronée, c'est les photos. Il y en a qui le savent déjà beaucoup, mais il y en a qui le savent pas non plus. Il y en a plusieurs qui se sont fait prendre au jeu. Même Greta Thunberg s'est fait prendre au jeu, puis elle a publié une photo datant de genre 1989 ou 2003, whatever. Mais reste que l'information n'est pas erronée, puis ce qui est dommage, c'est que ça minimise ou ça décrédibilise la nouvelle. Puis ceux qui sont climato-sceptiques ou Jair Bolsonaro sont morts de rire. Parce que même le président français Macron, par exemple, lui aussi a publié une photo erronée. Donc là, c'est sûr que Jair Bolsonaro va en profiter pour traiter tout le monde de fake news. Il y a même le culot d'avancer la thèse comme quoi ce sont les ONG qui auraient parti les feux pour attirer l'attention. Mais faut pas invalider les propos, tous les propos restent valides. Pour ceux qui ont peur que l'Amazonie soit comme toute brûlée d'un coup, c'est pas vraiment possible. Il y a 50% de l'Amazonie qui est protégée, mais rien n'empêche que dans les prochaines décennies, si on continue d'élire des présidents climato-sceptiques, il y a des lois qui soient assouplies justement pour enlever la protection sur certaines parties de la forêt. Mais ça reste que 50% protégé, il y en a quand même 50% qui n'est pas protégé, puis 50% pas protégé, c'est quand même beaucoup, là. L'Amazonie, si c'est un pays, ce serait le 9e plus gros pays au monde. C'est énorme, ça représente énormément d'oxygène pour nous. Donc pourquoi est-ce que c'est si important de conserver l'Amazonie et plus largement les arbres et les forêts? 3 raisons. Premièrement, les arbres et les forêts, ce sont des puits de carbone parce que les arbres absorbent le carbone. Puis plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il y a de gaz à effet de serre. Si vous avez de la misère à comprendre les gaz à effet de serre et le carbone, je vous suggère ma vidéo sur les gaz à effet de serre pour les nuls. Mais pour vous donner une idée, présentement, l'Amazonie emmagasinerait 90 à 140 milliards de tonnes de CO2, selon les évaluations. Ça, c'est 7 à 12 fois les émissions de gaz à effet de serre annuelles de la Chine. Donc c'est pas pour rien qu'on appelle la forêt amazonienne les poumons de la Terre. Elle a 390 milliards d'arbres. Mais la déforestation, ce que ça fait, en plus de diminuer le nombre d'arbres que dans une forêt, détériore la capacité des arbres à absorber le CO2, parce que moins il y a d'arbres, moins ils vont être individuellement forts, parce que les arbres, ils vivent en groupe, c'est des équipes, là. En 30 ans, la capacité d'absorption de l'Amazonie a diminué de 30%. Évidemment, toutes mes sources vont toujours être en description. Deuxième raison, parce que les forêts, c'est le berceau de la biodiversité, et nous, les humains, on est intimement liés à la biodiversité.
Juste au Québec, quand une municipalité décide de raser une forêt pour la vendre à un promoteur et ainsi en retirer des taxes ou bien la vendre à quelqu'un qui va en faire des terres agricoles, elle pense faire un bon coup, mais elle se gourre. Parce qu'en faisant ça, elle va détruire une biodiversité qui profitait à nous, êtres humains. En la détruisant, elle va nous enlever plein de privilèges, puis elle va devoir restaurer cette biodiversité, cet écosystème-là par la suite, ce qui va lui coûter plus cher que le profit qu'elle aurait eu avec, par exemple, les taxes des condos. Pour vous donner une idée, le monde de la nature est assez bien fait pour faire en sorte que l'eau reste pure grâce à des bactéries qui sont dans l'eau, que s'il y en a trop de bactéries, il y a les poissons qui vont les manger. Mais là, s'il n'y a plus assez de poissons parce que les ours les ont mangés, parce que les ours n'avaient plus assez de nourriture parce qu'on a détruit leur nourriture, tout ça fait en sorte que l'eau ne deviendra plus pure pour nous. Ou pourquoi est-ce qu'il y a eu des coyotes à Montréal? C'est parce qu'on leur a retiré leur habitat naturel. Donc là, il faut déverser de l'argent pour chasser les coyotes pour notre propre sécurité. La biodiversité va aussi tempérer le climat. Donc là, si on détruit une forêt puis on met plein de béton à la place, quelques années plus tard, on va avoir full chaud, on va se dire « Ah, on va replanter des arbres pour diminuer les îlots de chaleur. » D'autres coûts associés à ça. Donc la forêt, c'est un service gratuit de la nature à qui on tourne le dos trop souvent. À cause de ça, on doit aussi recréer des corridors écologiques pour que les animaux retrouvent leur habitat naturel et ainsi la biodiversité et ainsi l'eau pure. Donc un corridor, c'est fait pour quoi? Pour relier deux pièces. Eux, c'est fait pour relier deux habitats. Okay? Eux, ils passent l'hiver dans la chambre, sauf que là, ils passent l'été dans la véranda. Sauf que si ils doivent passer par le corridor, qui est la forêt de leur chambre à la véranda, mais qu'on coupe le corridor, puis qu'ils sont pas capables de voler, ben ils vont rester tout l'été dans la chambre, puis ils pourront pas aller se reproduire dans la véranda. Puis là, ça va fucker la biodiversité. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va créer un corridor entre les deux. Mais ça aussi, c'est des coûts. Concernant la forêt amazonienne, il y a une étude qui a été publiée en 2018 par la Banque mondiale ainsi que par des environnementalistes qui dit que les bénéfices économiques de la forêt amazonienne pourraient revenir à 8,2 milliards de dollars annuellement à cause de cette biodiversité-là et de ce que ça peut nous apporter. Puis la biodiversité de la forêt amazonienne, elle est tellement unique, tellement riche, tellement cruciale. Un quart des espèces qui vivent sur Terre vivent dans l'Amazonie. Un quart. Et selon un article publié dans le Science Advance, si on finit par détruire plus de 20% de la forêt amazonienne, on atteindrait un point de non-retour. Parce que les écosystèmes pourraient plus suivre, le cycle de l'eau changerait, tout fuckerait. Parce qu'à partir du 20% détruit, il y a 50% de chances que l'Amazonie devienne une savane. Présentement, on est à 17%. Troisième raison, et ça concerne vraiment spécifiquement l'Amazonie, à cause des populations indigènes. Au Brésil, il y a 240 tribus qui vivent dans la région et presque 1 million de personnes qui vivent justement dans la région de la forêt amazonienne. Si on détruit leur territoire, ils n'ont plus rien. Puis non, ils vont pas aller s'intégrer et habiter à Rio de Janeiro. Pour plusieurs raisons. Premièrement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le système immunitaire pour survivre à un rhume. Donc non, ils vont pas venir se mettre dans le smog de la ville. Deuxièmement, parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important, comme la flore, comme la faune, dans la conservation de la biodiversité de la forêt amazonienne, que ce soit par leur mode de vie, que par le fait de réclamer ce territoire-là comme étant le leur. La preuve, c'est qu'il y a 80% des zones protégées de l'Amazonie où il y a des indigènes qui y vivent. La plupart vont vivre de la culture du manioc, de la patate douce, de la chasse, de la pêche. Et plus on utilise de produits chimiques autour d'eux pour les élevages de bovins, l'agriculture, plus leur nourriture va être contaminée. Le sort de ces peuples-là, peu importe les raisons, les justifications, est non négligeable. Ce sont des êtres humains, mais leur sort est intimement lié à celui de la forêt. Donc là, c'est bien beau chialer et republier des tweets dans nos stories Instagram une fois de temps en temps pour montrer qu'on est outré. C'est pas ça qui va sauver les poumons de la Terre. Donc c'est sûr, il n'y a pas de solution miracle, mais je donne quand même 3 solutions. Première solution, faire un don. Si vous pouvez vous le permettre, si ça vous tente, juste vérifier exactement où est-ce que vous faites votre don puis s'assurer que ça va au bon endroit. Il y a plusieurs organismes qui sont répertoriés comme Rainforest Trust, il y a Rainforest Alliance, Greenpeace, Aquaverde qui utilisent les fonds amassés non seulement pour protéger les forêts tropicales et les indigènes qui y vivent, mais aussi pour mener des projets de reboisement. Ce qui m'amène à ma deuxième solution, c'est-à-dire vérifier la provenance de vos produits. S'assurer que la nourriture, les produits que vous achetez ne pas contribuer à la destruction de la forêt amazonienne et surtout demander à vos gouvernements de ne pas importer rien qui provienne de la forêt amazonienne, que ce soit du bois, du bœuf, du soya. Troisième solution et non le moindre, arrêtez de manger de la viande, surtout du bœuf. Parce que concernant la forêt amazonienne, c'est beaucoup de l'élevage bovin. Selon un rapport de Greenpeace de 2009, oui, ça date, mais je pense pas que ça a changé tant depuis, 80% de la déforestation totale de l'Amazonie est due
justement par le commerce de la viande bovine, par son élevage et son pâturage. Je termine avec une suggestion de lecture. Un livre que j'adore et qui m'apaise mais en même temps me fait paniquer, c'est L'Arbre Monde. En anglais, ça doit pas être L'Arbre Monde. Moi, je lis en français, je suis pas très bonne pour lire en anglais. C'est de Richard Powers. C'est plein d'histoires croisées de gens qui sont attirés ou non par les arbres et qui finissent tous par se ramasser vers la fin du livre à vouloir sauver le dernier séquoia de Californie. Ça a l'air un peu plate de même, mais c'est magique. C'est un livre symphonique, c'est un livre transcendant. Depuis que je lis ce livre-là, je me suis encore plus rapprochée des arbres. On dirait que je m'approche de chaque pin, puis je suis comme... Toi, tu sens la térébenthine, ça veut dire que tu vas bien. Toi, tu sens un peu trop la panique, peut-être que tu as besoin d'aide parce que les arbres communiquent souvent par leurs odeurs, les arbres communiquent entre eux. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur les arbres. Comme quand un arbre meurt de façon naturelle, à l'intérieur de lui, il y a tout un héritage de nutriments, de connaissances, d'anticorps, de synapses, de communication. Tout ça va aller dans ses racines parce que ces racines vont être connectées à d'autres arbres. Et les arbres entre eux, là, peu importe leur sorte, là, leur variété, là, un pin avec un bouleau, vont être connectés par leurs racines en dessous de la terre. Mais l'arbre qui meurt va donner l'héritage dans les racines des autres arbres qui vont se le séparer entre eux. Donc ce livre-là, c'est le chemin vers l'amour des arbres. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci de partager la vidéo. Merci d'avoir liké la vidéo parce que ça m'encourage beaucoup. Je vous invite à dire à vos amis que cette chaîne-là, Bravo Maude, existe. Merci beaucoup.